Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Gabrielle. Après avoir été directrice marketing, Gabrielle est devenue masseur kinésithérapeute et prof de yoga. Gabrielle a toujours considéré l'Irlande comme sa deuxième maison puisqu'elle y a passé son enfance. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de faire une école de commerce à Dublin. Elle commence son premier job chez HP à Dublin, mais elle s'y ennuie tellement qu'elle décide de quitter ce job. Elle décroche ensuite un poste d'assistante sociale dans l'organisation d'événements pour des gens placés en famille d'accueil pour la mairie de Brixton à Londres. Après 3 ans à Londres, elle se sent perdue dans l'immensité de la ville et décide de rentrer en France. Elle travaille ensuite à Paris en marketing opérationnel pour une entreprise anglaise spécialisée dans l'e-commerce. Après 2 ans, elle subit un licenciement économique et commence alors à remettre en question sa carrière professionnelle. Très stressée par sa situation professionnelle, elle commence le yoga pour se détendre. Elle entreprend d'abord une formation de prof de yoga et de réflexologie plantaire et décide finalement de devenir kinésithérapeute. Elle reprend alors ses études pendant 4 ans tout en étant maman d'un bébé d'1 an. Gabrielle est aujourd'hui kiné depuis juillet 2021 et exerce dans un cabinet spécialisé dans le traitement du cancer du sein. Elle y donne également des cours de pilates et de yoga et a pour projet d'offrir des retraites de yoga et de séances de kiné collective pour les malades atteints du cancer. Alors avec Gabrielle, on a évoqué ses années d'expatriation en Irlande et à Londres, les différences entre la France et l'Angleterre, comment reprendre ses études en étant maman, la difficulté de bachoter à nouveau et de se retrouver avec des camarades de classe qui ont 18 ans, et sa volonté de soigner les malades atteints du cancer du sein. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gabrielle. Bonjour Gabrielle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci pour ton accueil. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis masseur kinésithérapeute. Ça n'avait rien à voir avec ton premier métier, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, mon premier métier, c'était directrice marketing que j'ai fait pendant 7 ans. Et j'ai travaillé pour différentes boîtes à Dublin, à Londres et à Paris. Oui, parce que du coup, tu as fait pas mal d'études à Dublin. Donc, je voulais que tu nous racontes un peu, parce que tu as été diplômée de marketing à Dublin. D'où ça te vient ? Comment tu as fait pour être prise En fait, j'ai commencé d'abord par une licence en LEA à Paris, plus exactement à Mulhouse pour commencer. Puis après, j'ai terminé à Paris. LEA, c'est langues étrangères appliquées parce que je m'intéressais beaucoup aux langues et l'anglais et l'italien notamment. Et puis aussi parce que je savais pas trop quoi faire j'avais pas vraiment une idée très claire du métier que je voulais faire. Donc, je me suis un peu penchée vers les langues parce que voilà, ça m'intéressait. Et à l'époque, à Paris, j'habitais au Collège des Irlandais. Donc, j'étais la seule Française parmi des étudiants irlandais. Donc, j'étais très choyée, coucounée. Et puis bon, c'est vrai que l'Irlande, ça a été toujours un peu ma deuxième maison, mon deuxième pays, puisque j'ai été là-bas quand j'étais petite pendant plusieurs années de suite. J'ai été à l'école là-bas quand j'avais 8 ans. J'ai été dans un pensionnat de jeunes filles à Dublin quand j'avais 14 ans. Et du coup, bon, je connaissais bien l'Irlande. Et donc, quand j'habitais au Collège des Irlandais, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant après ma licence de LEA ? Bon, allez, je vais postuler pour une école de commerce à Dublin. Donc, du coup, tu as eu envie de partir faire tes études à Dublin ? Oui. Voilà, donc j'ai postulé pour une école de commerce là-bas. C'était des matières, on avait un peu de tout. On avait de la gestion, de la compta, de la finance, des ressources humaines et du marketing. C'est vrai que le marketing, c'est ce qui m'intéressait le plus parce que j'aimais l'aspect créatif du marketing. J'aimais essayer de trouver des idées, me mettre dans la peau du consommateur pour trouver des idées, être inventive pour vendre un produit, promouvoir un produit ou un service en particulier. Mais bon, voilà, c'était encore un peu flou dans ma tête. Et puis c'est souvent comme ça, on est entraîné par les gens, les proches qui nous entourent. Ma très bonne amie à l'époque m'a dit ouais, le marketing c'est top, vas-y spécialise-toi là-dedans. Et donc après une année de commerce d'études de commerce à Dublin, j'ai fait un master en management international. Et donc ça voulait dire que je passais un semestre à Dublin dans mon école et un semestre dans une école de commerce de mon choix en Europe. Et donc j'ai choisi Milan puisque
l'italien, donc je parlais déjà un petit peu l'italien, puis j'adore l'Italie. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais, après cette année de master, je vais commencer à postuler pour des boîtes. À l'époque, et je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais il y avait beaucoup de boîtes, de grandes boîtes, comme Total ou Unilever, qui proposaient des graduate programs. En fait, c'est des programmes pour les jeunes diplômés. Et ils les accueillent avec un bon salaire, ils les forment différents domaines, ça peut être le commercial, le marketing, la finance. Et moi, j'ai postulé pour le graduate program chez HP, Hewlett-Packard, les ordinateurs, à Dublin. Et donc, j'ai été prise. C'est vrai que je suis un peu tombée des nues parce que ils ont énormément c'est des entreprises qui ont beaucoup d'argent à investir, mais pas forcément le temps de former les jeunes diplômés. Et je me suis un peu retrouvée dans un coin où j'avais pas grand-chose à faire. Je me souviens que je regardais, vers la fin, je regardais des films parce que j'avais rien à faire, quoi. Donc vraiment, je m'emmerdais. Je suis désolée pour le terme. Excuse my French. Parce que voilà, c'était pas intéressant du tout. Et puis après, j'ai décidé de changer et de bouger, de changer de boîte, quoi. Mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire, parce que je sais que moi, j'ai vécu la même chose quand j'étais avocate. En fait, j'étais avocate en fusion-acquisition, et donc en fait, quand il y avait des deals, il y a du travail. Mais s'il y avait pas de deal ou qu'on attendait, il y avait rien, mais c'était rien, quoi. Je passais parfois une semaine à vraiment rien faire. Et en fait, c'est vraiment... Je pense que ça a précipité ma reconversion, parce que c'est des moments où tu te poses énormément de questions, parce que t'as tout ce temps assis à ton bureau, un peu emprisonné en plus à ton bureau, parce que tu peux rien faire d'autre, t'es obligé d'être là aux heures du travail. Et on parle un peu de bore-out, justement, ce fait de pas avoir de travail. C'est ça, oui, il y a le burn-out où on a trop de travail, mais aussi le burn-out où on n'a pas assez de travail et on se sent inutile. Et ouais. Donc toi, ça a dû être pas facile, parce que c'était juste après tes études, donc un peu t'as dû être un peu la désillusion. Oui, complètement la désillusion. Je demandais à différents patrons, je suis allée voir différents boss et je leur disais, mais donnez-moi quelque chose à faire. Et puis ils savaient pas trop, parce que c'est comme je t'ai dit, c'est des très grosses boîtes, c'est très hiérarchisé, corporate, et on sait pas trop ce que fait la personne à côté qui bosse à côté de toi. Enfin, c'est voilà. Donc je suis partie, et puis j'ai un peu bifurqué. J'ai bossé pour une boîte d'assurance, et je gérais des fonds de retraite pour des entreprises irlandaises. Rien à voir avec le marketing, parce que encore une fois, c'est une copine qui m'a dit, allez, viens bosser avec moi, ça va être sympa et tout. Et là aussi, c'était vraiment pas du tout. Ça correspondait pas du tout à ce que, voilà, ça m'intéressait pas, quoi. Donc je suis restée 1 an, et à l'époque, donc mon copain, qui est maintenant mon mari, qui est irlandais, a trouvé un boulot à Londres, et il m'a dit, allez, viens, on va à Londres. Donc je lui dis, écoute, ok, de toute façon mon boulot ici me plaît pas forcément, et puis comme j'étais très amoureuse, je me suis dit, allez, on y va. Et donc je suis arrivée à Londres, ça c'était en 2008. Là, c'est vrai que j'ai reçu une petite claque, parce qu'à Londres, c'est pas du tout le même dynamisme. Tu connais bien Londres, c'est pas du tout le même dynamisme que Dublin, qui est une ville à taille humaine. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans le marketing. Il y a beaucoup de postes, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi. Grâce à une amie, j'ai fait de l'intérim pour The Financial Times. Donc je faisais la promotion d'événements virtuels en Irlande, en Angleterre et en Italie. Et ensuite, grâce à une autre amie, comme quoi les contacts, ça sert, j'ai décroché un poste dans l'assistance sociale, dans l'organisation d'événements pour des jeunes gens placés en famille d'accueil. Et c'était pour la mairie de Brixton, à Londres. Est-ce que juste tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient étudier en Irlande, qui voudraient travailler à Londres, parce que pour financer déjà aussi, tu as parlé des graduate programmes, mais peut-être un petit peu des conseils pour des gens qui voudraient aller là-bas? Ah là là, j'aimerais bien avoir des conseils. C'est vrai que ça me paraît loin. Mes études en Irlande, elles étaient payantes, donc c'était assez cher, et là c'est vrai que j'ai reçu l'aide de mes parents. Après, il y avait des copains qui faisaient des petits boulots aussi pour payer leurs études. Et à Londres, c'est vrai que la vie est très chère à Londres. Tu le sais parce que tu y habites. Je sais que les loyers sont chers, le tube, le métro est cher, tout ça. Donc c'est vrai que je sais pas. Malheureusement, j'ai pas vraiment de conseils à
à donner, ouais. Après, tu sais que ça s'est inversé, hein. Maintenant, c'est une idée reçue, mais la vie est devenue plus chère à Ah Paris oui, qu'à Londres, parce que en fait, à Londres, en fait, les loyers ont énormément baissé avec le Brexit et le Covid, mais on parle de peut-être 20-30% de chute des loyers. oui. Comme là-bas, c'est capitaliste et c'est libéral, en fait, ça va Mmh. très vite. Et aussi, franchement, le coût de la vie, je trouve qu'il est moins cher qu'à Paris quand je vois la différence de prix. Parce que à Paris, et aussi les salaires sont beaucoup plus Mmh. élevés à Londres. Oui, Donc l'un dans l'autre, il y a aussi moins ouais. d'impôts. Enfin, donc finalement, je pense que franchement, la vie est quand même moins chère à Londres qu'à Paris maintenant. Après, c'est sûr si on n'a pas d'enfants, parce qu'après, quand on doit payer le coût de scolarité des enfants, c'est Mmh. autre chose. Mais franchement, c'est devenu vraiment plus cher à Paris parce qu'en fait, ça a continué, l'augmentation des loyers à Paris, ça a continué. Donc du coup, c'est vraiment plus cher à Paris Bon, bah, maintenant. c'est bon à Donc savoir. c'est, ouais. Non, c'est vraiment un a priori Ouais, qu'on a, c'est mais vrai, ça a hein. changé, Mmh. ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'avec le Brexit, ça a changé la donne, et tant mieux si les salaires n'ont pas baissé, Et alors, comment ça se passe? Donc, t'arrives à Londres, donc c'est un peu perdu dans l'immensité de la ville. ouais. Et comment ça se passe? Bah, c'était pas facile, hein, j'avoue, j'ai pas eu un coup de foudre avec la ville. On habitait à Crystal Palace, je sais pas si tu connais, Crystal Palace? C'est dans le sud. Non, je. Bon, c'est joli maintenant, hein, c'est vraiment joli, c'est devenu très familial et on était en coloc avec un autre mec, très sympa. Mais donc j'ai eu du mal à trouver du boulot. Donc déjà, ça m'a un peu Ouais. stressée, à l'époque et puis, il y avait pas mal de transports, Mm. pour aller, quand j'ai trouvé du boulot à Brixton, c'était quand même pas mal de transport. Et ensuite, on a déménagé, donc on s'est trouvé un appart à Balham, dans le sud toujours. Oui, c'était surtout la taille de la ville qui m'affolait un peu. Et le métro, enfin, je sais pas pourquoi on dit que le métro à Paris, c'est vrai qu'il est sale par rapport au métro de Londres. Ouais. Et puis les gens dans le métro à Londres, ils sont quand même un peu plus civilisés, j'ai l'impression. Mm. Ils te laissent tout de suite la place s'ils voient que tu es fatigué ou je sais pas, que tu es Ouais. chargé. Mais en fait, c'est peut-être le monde. Le monde, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai un peu un Mm. côté agoraphobe, c'est que j'aime pas trop la foule. Donc j'essayais d'éviter la foule le plus possible. Et au niveau de la mentalité, parce que alors moi j'ai jamais été en Irlande, c'est comment la mentalité des Irlandais et des Anglais? Est-ce que c'est similaire? Quelle différence tu Bah, donnerais? j'adore l'Irlande, donc je suis un peu Ouais. subjective, tu vois. Euh, ça se ressemble quand même par rapport à l'humour. Mm. En fait, j'aime beaucoup l'humour anglo-saxon, c'est-à-dire que les gens ne se prennent pas au sérieux. Ils arrivent à rigoler Mm. d'eux-mêmes, de se moquer Mm. d'eux-mêmes. Et ça, j'aime bien. C'est quelque chose peut-être qu'on a plus de mal à faire en France. Et puis les Irlandais sont des gens très très accueillants, très ouverts. Ils adorent les Français. Ils adorent les Français. Enfin, et ça, j'ai senti la différence après avoir vécu en Irlande. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai senti un peu pas une défiance parce que c'est trop, mais je sais pas, peut-être voilà, une petite distance que j'avais pas l'habitude d'avoir en Irlande. Voilà. Et puis c'est vrai que voilà, les Irlandais sont des gens très chaleureux. Après, ayant travaillé avec les deux cultures qui sont quand même assez similaires, c'est des gens qui sont quand même très polis, ils vont pas critiquer. Quand on est dans le milieu du travail, on va jamais critiquer les collègues. Et ça, c'est quelque chose Mm. quand je suis rentrée en France qui m'a un peu choquée. Vraiment. Euh, Oui, c'est vrai on dit que souvent les Anglais, Irlandais sont faux. Donc ils vont toujours être très polis, très courtois, mais ils vont après parler par derrière. Mais finalement, moi, je trouve que c'est assez appréciable en fait parce que c'est bizarre aussi d'être comme ça avec autant d'affrontements et de oui, jugements en direct quand on n'est plus oui, habitué en fait. Je trouve que c'est quand même la bonne façon de faire en fait d'être poli en complètement, fait. oui. Ah, complètement, oui. Et donc toi, t'as passé combien de temps finalement à Londres? 3 ans. Oui, en fait, je suis rentrée en France parce que je gagnais pas assez bien ma vie à Londres. J'arrivais Mm. pas à avoir une augmentation de la part de mon boss.
Même si j'adorais ce que je faisais, donc parce que je travaillais à la fin, donc je travaillais pour une entreprise dans l'e-commerce, un magazine sur l'e-commerce, et j'organisais des salons, des expos, des conférences pour cette marque. Et ça me plaisait beaucoup, mais mon salaire était, enfin c'était pas possible quoi. Je Mm. calculais tout, chaque café que je m'achetais, chaque sandwich, enfin il fallait que je calcule tout. Et ça, Mm. je trouvais ça, enfin du coup, je profitais pas de la ville. Je profitais pas des Ouais. restos, des sorties. Non, j'arrivais pas à me l'offrir. Donc je me suis dit bon, allez. En plus, voilà, j'ai envie de rentrer à Paris. Ça fait 7 ans que je suis partie. Et donc j'ai postulé pour des boîtes à parisiennes. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Paris. J'ai trouvé du boulot pour une boîte à Paris, française. Ça s'est pas très bien passé. Donc, en plus, donc ils m'ont licenciée parce qu'ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas assez d'argent pour me payer. Et après, j'ai retrouvé du boulot pour une boîte anglaise, mais avec une antenne à Paris. Et ça s'est bien passé. Est-ce que du coup, tu as retrouvé un peu la culture anglaise dans cette boîte Oui, anglaise? parce que c'était un super boulot. On avait beaucoup d'avantages. On allait souvent à Londres en plus, donc tout était payé par la boîte, l'Eurostar, des beaux hôtels, des restos très Mm. sympas. T'as pu profiter Et de là, Londres. j'ai pu profiter de Londres, exactement. En fait, c'est l'ironie du sort. Et c'était vraiment, oui, c'était une boîte dynamique avec plein de gens avec des profils variés. Je me suis fait beaucoup d'amis. C'était très intéressant. Et au bout de 3 ans, 4 ans, je crois, ils ont décidé de fermer leur antenne à Paris. Et donc, j'ai eu un licenciement économique. Et donc là, j'ai pu bénéficier du chômage. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce Alors, moment-là? bah déjà, quand ça commençait, enfin, je commençais à sentir qu'il y avait des problèmes dans la boîte. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas forcément garder leur antenne à Paris. Et aussi, petit à petit, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours? Là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est vraiment venu petit à petit. Et puis, bon, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au yoga. Donc, je faisais beaucoup de yoga avant d'aller au boulot, de méditation, parce que ça me calmait, ça m'aidait à ne pas stresser, à faire face aux différentes situations au boulot qui parfois étaient stressantes, aux commentaires des collègues, voilà, des choses comme ça. Enfin, les choses de tous les jours, hein, rien de grave ni voilà, d'anormal. Mm. Tu penses qu'il y a eu un peu de la jalousie? Parfois, je sais que c'est pas forcément facile quand on rentre en tant qu'expatrié. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais parfois j'ai l'impression que c'est plutôt un décalage. Je trouve que c'est vraiment, je ne peux que conseiller à tout le monde et je ferai en sorte que ma fille le fasse, c'est-à-dire partir à l'étranger, que ce soit faire des études ou travailler. C'est tellement formateur. Et quand on rentre et quand on parle à des gens qui sont jamais partis, c'est vrai que bon ben, on a moins de choses en commun aussi. Et puis, c'est une ouverture C'est d'esprit ça. peut-être aussi. Oui, Parce que c'est vrai que en fait, en Angleterre, comme les gens ne jugent pas, en fait, on perd cette habitude, je pense, de juger et on est c'est plus ça. ouvert. Oui, complètement, Ouais. complètement. Et tu penses que ça a été ça, peut-être un peu les problèmes que tu as pu avoir au travail, c'était lié à ce décalage? Je crois pas, parce que bon, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation, et je peux être assez influencée par les gens autour de moi. Donc je me fonds un peu dans le moule. Mais oui, en fait, c'est vraiment, je te dis, ce qui m'a choquée, c'était les commentaires sur les autres collègues, mais vraiment des commentaires méchants, pas constructifs du tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il va y avoir pas juste de dire ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je me suis sentie pas à l'aise par rapport à ce genre de choses. Hmm. Et puis donc, bon, mis à part ça, je me suis fait une très bonne équipe d'amis, de collègues avec qui on a fait beaucoup de soirées, on a fait la fête. Bah, c'était formateur aussi. J'ai appris beaucoup de choses moi, dans tous les postes que j'ai occupés. Hein, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, travailler avec des gens d'horizons différents, c'est super intéressant et enrichissant. Et puis, on en apprend aussi beaucoup sur soi-même, sur ce qu'on veut faire, Hmm. comment on veut être au boulot et sur ce qu'on veut faire aussi comme métier finalement. Hein. Hmm. C'était quoi ton dernier job exactement? Qu'est-ce que c'était ton quotidien? Alors je m'occupais du marketing opérationnel pour cette boîte en France, donc dans l'e-commerce. Et mon job, c'était de promouvoir les produits de la boîte en France
auprès de marques qui ont un site e-commerce. Donc, par tous les moyens, c'était les relations presse, les communiqués de presse, les événements, assurer la présence de la boîte sur des salons, organiser des conférences, gérer le site internet, faire des opérations, des campagnes marketing. Enfin, voilà, c'était, il y avait pas mal de choses. C'était assez intéressant et varié, mais voilà, je me suis vite sentie essoufflée. En fait, c'était comme si j'avais atteint ce que je m'imaginais, ce que c'était ce que je voulais faire en marketing. J'avais réussi, voilà, au point culminant. Et une fois arrivée c'est comme quand on arrive sur le mont. Moi, j'ai pas fait l'Everest, hein. Mais tu sais, j'imagine quand tu arrives tout en haut, ah bon, bah maintenant il faut redescendre, quoi. Et là, j'étais là, bon, bah, je suis tout en haut. En fait, c'est ce que je m'imaginais faire. Oh, bah, en fait, bon, d'accord, c'est ça. Bon, d'accord. Et là, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pendant encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. En fait, t'as plus l'énergie et l'envie d'y arriver puisque t'y es, donc du coup, ton moteur est parti. Un peu, oui, c'est ça. Parce que moi, il m'arrive exactement la même chose quand je voulais absolument être avocate. Je sais pas pourquoi j'avais cette image de la prestation de serment, la photo avec mes parents en robe d'avocate. Et juste après la prestation de serment, en fait, j'ai commencé à vraiment être dégoûtée du job, quoi. Comme si, bah, ça y est, j'avais rayé le rêve d'être avocate, j'avais les photos et puis c'est bon, on pouvait passer à la suite. Ouais. C'est assez bizarre comme sensation. Je comprends tout à fait, ouais. Est-ce que tu penses que ça arrive avec tous les rêves finalement aujourd'hui, si ton rêve c'est d'être kiné reconnu, quand tu arriveras, tu auras cette même sensation ou non, c'est parce que tu penses que ça te correspondait pas? Je pense que ça me correspondait pas. Aussi, il y avait le côté très sédentaire du métier et mon corps me disait oh là là, j'en peux plus là. De rester devant un ordi en position assise, j'ai toujours eu besoin de bouger, je suis assez nerveuse de tempérament et franchement voilà, mon corps en avait déjà marre à 30 ans. Donc, t'avais quel âge au moment de ton licenciement économique? C'était en 2015, donc j'avais 33 ans. Non, 32. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc, t'as décidé de faire une pause? Donc, je me suis dit, bon, je vais être au chômage, c'est génial, j'ai cette chance-là d'avoir des allocations, je vais pouvoir réfléchir à ce que je veux faire. Et puis donc, comme je te disais, j'avais commencé à m'intéresser au yoga. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une formation de prof de yoga. Donc, je me suis inscrite, c'était l'été 2015, à une formation de prof de yoga. Et j'ai commencé à enseigner après la formation, après mon diplôme, à donner des cours de yoga particuliers, collectifs. Et ça me plaisait bien. Et puis, je suis aussi tombée enceinte. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais en profiter pour me chouchouter un peu. C'est le moment. Ça sert à rien de chercher du boulot maintenant puisque je suis enceinte. Voilà, j'ai cette chance-là. Donc, je vais me coucouner un petit peu. Et j'ai aussi fait une formation en réflexologie plantaire parce que la réflexologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dès le plus jeune âge. Donc, c'est vrai que depuis toute petite, je suis assez intéressée par tout ce qui est autour de la santé, du bien-être. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la réflexologie? Alors, la réflexologie plantaire, bon, il y a pas que ça. Il y a la palmaire, il y a la faciale. En fait, en tout cas, pour les pieds, on dit que c'est une cartographie du corps humain qui est sur les pieds. Donc, quand tu touches une zone réflexe sur tes pieds, ça correspond à un organe en particulier et tu peux soigner cet organe. Ça veut pas dire guérir, hein, parce que ça guérit pas, mais soigner, traiter cet organe lorsque tu touches et que tu travailles sur la zone réflexe. Et c'est vachement intéressant. Et donc, par exemple, si on a mal des maux de ventre, ça peut être guéri par... Oui, donc il y a la zone réflexe de l'intestin grêle, du côlon, et on va travailler sur cette zone. Et ça marche vachement bien, l'intestin. Souvent, les gens se sentent libérés après une séance sur cette zone réflexe en particulier, ouais. Et donc tu t'intéresses au yoga et qu'est-ce qui se passe? Comment t'as le déclic pour te dire je veux vraiment me mettre dans le bien-être? Donc c'est venu vraiment petit à petit. C'est comme si il y avait une graine qui n'avait jamais pu germer, qui était au fond de moi. Quand j'étais petite, j'adorais déjà masser mes proches, ma famille. J'adorais donner des massages, voilà. Et puis j'étais toujours attirée par ce qui était manuel. Donc tout ce qui est manuel, peinture, couture, etc. Et donc après le yoga, après la réflexologie, je me suis dit bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça suffit pas, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans mes recherches, dans mon apprentissage, et j'avais le sentiment que il fallait que je fasse un métier qui était très complet. Je voulais être sûre d'avoir du travail aussi à l'issue de ce que j'allais faire en fait. Je savais que kinésithérapeute, c'est un diplôme d'État.
les soins sont remboursés par la sécurité sociale. En fait, ça me rassurait vachement. Tandis que prof de yoga, réflexologue, c'est des super, super métiers, c'est vachement intéressant. Mais je savais pas si j'allais bien vite gagner ma vie, en fait. Et pour moi, c'était important d'avoir un salaire, pas fixe, mais un salaire garanti. Et aussi, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans les connaissances de l'anatomie, de la physiologie, de la science du mouvement. Ça m'intéressait tout ça. Et pourtant, j'avais pas une super expérience avec les kinés que j'avais vus. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais eu 14 ans, j'avais un problème au genou. Et ma kiné me laissait tout seul dans une salle avec des électrodes. Et franchement, voilà, c'était l'idée que je me faisais des kinés. Mais bon, après, heureusement, j'en ai rencontré plein d'autres et qui m'ont montré que c'était pas que ça. Oui, il y en a qui ont 3-4 patients en même temps et qui les laissent et qui tournent. C'est assez hallucinant. Et donc, ça t'a pas fait peur parce que kiné, c'est quand même 4 ans d'études, c'est ça, hein? Oui. Ça t'a pas fait peur, cette reprise d'études en ayant un enfant? Ah mais si, complètement. Hein. Complètement. J'avais trop les chocottes. Je voulais pas me lancer. J'étais paralysée. Je me suis posé plein de questions. Et en plus, j'avais rencontré, donc j'ai rencontré plusieurs kinés, des amis d'amis. Et j'avais rencontré 2 femmes à l'époque, 2 kinés. Une qui m'a dit: «Non mais attends, franchement, ne le fais pas avec un enfant». J'étais enceinte à l'époque, «Tu veux avoir un enfant, franchement, ne le fais pas, c'est trop dur et tout». Donc ça m'avait un peu découragée et puis, en fait, je sais pas, je me suis dit: «Bon allez, au pire, j'arrête, hein. Au pire, au bout d'1 an, j'arrête si ça marche pas». En fait, voilà, je veux pas me mettre la pression. Et donc j'ai fait un mini stage chez un copain kiné-ostéo, donc pour voir un peu ce qu'il faisait, comment ça fonctionnait, voilà. Lui, ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai commencé à postuler pour des écoles de kiné. Comment se passe la sélection pour être pris en école de kiné? Alors, en fait, donc pour les jeunes, entre guillemets, ceux qui ont 18 ans, normalement, il faut faire une première année de médecine. Et après, c'est sur concours. Mais ça change assez régulièrement. Donc là, je sais plus. Mais en tout cas, ceux qui étaient avec moi, ils avaient fait la PACES, c'est la première année de médecine. D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus. Ça s'appelle Première année et c'est vachement bien fait. Et donc, ça, c'est pour eux. Après, pour les autres, donc je sais qu'il y a des places qui sont ouvertes pour les gens qui ont fait STAPS. STAPS, c'est des études orientées plutôt sport, mais santé et sport. Et les gens qui ont... Donc en fait, chaque école de kiné en France, depuis quelques années, ouvre 5 places, entre 3 et 5 places, pour des gens qui ont un master mais qui n'a rien à voir avec le paramédical. Et donc, ils ouvrent leurs portes et ces gens-là peuvent rentrer directement en première année de kiné, sans passer par la première année de médecine. Et donc moi, j'ai pu bénéficier de cette passerelle, ça s'appelle passerelle. Et donc j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV, et j'ai été reçue sur entretien avec le directeur de l'école et d'autres profs de l'école. Et pour être pris, tu dirais que c'est important d'avoir fait un stage? Non, je pense que, ça dépend des écoles. Vraiment, c'est très subjectif. Je me suis rendu compte avec l'entretien, pendant l'entretien que j'ai eu avec le directeur, mais il faut pas forcément avoir fait un stage. Je pense que c'est important pour toi d'avoir fait un stage pour voir si ça te plaît. Mais sinon, moi, mon profil a plu au directeur parce que j'étais prof de yoga. Mais donc cette école mon profil leur a plu. Par contre, l'autre école pour laquelle j'ai postulé, ils m'ont jamais répondu. Donc c'est très subjectif. Et comment ça s'est passé alors ta première année? Pour toi, c'était un rêve devenu réalité? Alors en fait, la première année, c'était vraiment dur. Parce que, bon, déjà, j'avais 34 ans. Je me suis retrouvée avec des petits jeunes de 20 ans. Il fallait se mettre en sous-vêtements dans les salles de travaux pratiques. Et donc là, c'était pas facile. Déjà que je suis assez pudique. Puis j'ai trouvé que il y avait énormément de théorie, énormément de bachotage. Et puis j'avais oublié comment apprendre, en fait. J'avais oublié... déjà, j'avais jamais appris... Enfin, les études que j'avais faites avant, il n'y avait pas besoin d'autant apprendre, de faire du par cœur. Puis t'étais en Irlande aussi. Et j'étais en Irlande. Donc c'est pas la même façon d'apprendre, je pense. Oui. Moi, j'avais aussi fait ma licence en France, mais c'est vrai que les études à côté que j'avais faites, c'était a trip in the park, comme on dit en anglais, quoi. C'était un pique-nique, quoi. C'était voilà. Tandis que là, c'était du bachotage pur et dur et sur des choses qui étaient pas forcément utiles au métier de kiné. Et c'est ça qui était un peu frustrant.
c'est que je savais que j'allais pas forcément m'en servir de ces connaissances. Et quand t'es pris, t'es sûr d'être diplômé, d'aller au bout, ou ils éliminent des personnes en cours? Alors, non, enfin, c'est pas une question d'élimination, c'est plus une question de réussir aux examens ou pas. Ouais, tu peux redoubler, quoi, en fait. Je crois que t'as le droit de redoubler 2 fois ou 3 fois, je sais pas. Et donc, moi, j'ai été au rattrapage 2 fois. Et ça, c'était aussi pas facile. Parce qu'il fallait se remettre dans le bain, dans les examens que j'avais dû passer dans tous les cours. Et ce qui était aussi dur, c'est que on avait des cours avec les étudiants en médecine. Et certains examens étaient les mêmes que les étudiants en médecine. Et ça, c'était vraiment ma bête noire pendant toutes les études. C'est-à-dire que parfois, il y avait une période où il fallait apprendre 1000 pages, tout en étant en stage, à l'hôpital ou en libéral. Il fallait aussi réviser pendant les examens, pour préparer les examens. Et comment tu as fait pour gérer, du coup, ton enfant, il avait quel âge à ce moment-là? Ma fille, elle avait 1 an quand j'ai commencé. Et elle a eu 5 ans quand j'ai terminé. C'est vrai que de 1 an à 5 ans, c'est pas les années les plus faciles. Bon, après, je sais pas quelles années sont les plus faciles avec un enfant, mais c'était pas facile. J'ai eu l'aide de mon mari et de mes parents, heureusement, qui habitent à côté. Et il y avait des week-ends où j'allais m'enfermer. Mes parents ont une chambre à part où je me suis enfermée pendant le week-end, pendant que mon mari gardait ma fille. Et tu as eu le soutien justement de ton entourage de reprendre tes études? Oui, et je pense que ça, c'est vraiment primordial, quoi. Et ça, je sais que sans l'aide de mon mari, sans son soutien inconditionnel, j'aurais pas réussi. Il m'a vraiment motivée. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il a aussi repris les études pendant qu'il travaillait, pas pendant ce temps-là, hein, mais avant. Il m'a inspirée en fait à faire la même chose. Il m'a motivée à fond. C'est super important. Je pense que vraiment, faut se dire que ça passe super vite en fait. Finalement, 4 ans, je pense que je vois moi les années depuis que j'ai commencé ma reconversion, ça file en fait. Et finalement, des études, si à la fin t'as un job rémunéré, enfin finalement 4 ans, ça passe très vite. Heureusement. En fait. Et comment t'as vécu? Parce que, alors petite question, parce que moi j'ai pas encore d'enfant, mais est-ce que t'as pas eu peut-être un peu un sentiment de culpabilité de je suis un peu en train de rater quand même certains moments de mes enfants parce que je suis en train de réviser? Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Oui, mais complètement. J'étais la reine de la culpabilité. Et surtout que quand j'étais avec elle, je pensais aux cours, à mes examens, et quand je travaillais mes examens, je pensais à elle. Et je me disais, oh, je passe pas de temps avec elle, je la vois pas grandir. Donc, c'était pas facile. Ouais, exactement, ouais. Mais bon. Quel conseil tu donnerais justement à des jeunes mamans ou qui voudraient faire la même chose? Je leur donnerais le conseil d'être gentille et indulgente avec elles-mêmes, et qu'on fait de notre mieux, et c'est ce qui compte le plus. Et alors, au bout de 4 ans, donc là, tu as terminé l'année dernière? J'ai terminé en juillet. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ton installation? Donc, mon installation, j'ai commencé à postuler un peu, un peu, pas beaucoup même, à différents postes de remplacement. Et le deuxième que j'ai trouvé, je suis arrivée comme ça dans un cabinet à côté de chez moi, mais comme une fleur. Bonjour, je cherche un remplacement pendant l'été, voilà. Et là, la personne m'a dit, ah ben moi ça tombe bien, je cherche quelqu'un pour me remplacer pendant 6 mois. Et comme c'est à côté de chez moi, à côté de l'école de ma fille, et en plus j'adore le cabinet, ce qu'elle fait, la spécialité, puisqu'en fait c'est un cabinet spécialisé dans le cancer du sein. On donne des cours de pilates et de yoga. Ça me correspondait tout à fait. J'avais pas du tout l'intention de me spécialiser en cancer du sein, mais je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance, pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé en juillet et j'y suis toujours. Comment ça se passe quand on fait des remplacements? Est-ce que tu as une rémunération fixe de la part du kiné qui te prend pour la remplacer? Ou est-ce que non, c'est comme si tu avais le cabinet pendant un certain nombre de mois? Donc en fait, le remplacé te verse une rétrocession, et ça c'est en fonction du chiffre d'affaires que tu gagnes. Un pourcentage en fait du chiffre d'affaires. Ça dépend, il y a des cabinets qui prennent 20%, jusqu'à 30-35% de rétrocession, ça dépend du cabinet. Et toi, en fait, tu avais choisi de faire un remplacement parce que tu voulais te faire l'amant, on te l'a conseillé. Pourquoi pas s'installer directement tout de suite dans ton cabinet? Alors en fait, pour tout te dire, nous on habite à Paris, mon mari et moi et ma fille. En fait, on a toujours l'intention de partir de Paris.
Bon, ça s'est pas encore fait, mais en gros, voilà, je me suis dit: «Allez, je vais faire un remplacement comme ça, je vais pas me fixer sur un projet, à long terme». C'est vrai qu'on te conseille quand tu débutes de commencer par des remplacements parce que pour te faire la main, pour voir un peu différentes manières, différentes méthodes de travail, différentes façons de travailler en Mm. fonction du cabinet, c'est intéressant en fait, c'est surtout formateur. Alors, est-ce que tu connais un peu les prix si tu achètes la clientèle pour t'installer à quelqu'un? Tu sais combien ça coûte un peu? Alors normalement, quand tu es kiné, si je me trompe pas, tu pas le droit de vendre ta patientèle. Par contre, tu as peut-être un bail ou quelque chose Voilà, comme ouais. ça, les locaux, des choses comme ça, mais normalement, la patientèle se vend pas. Après, il y a le matériel autour, les tables de massage, Ouais, ouais, ouais. les accessoires, tout ça, oui. Et ça varie vraiment d'un cabinet à l'autre. Ça dépend si le cabinet a une balnéothérapie, par exemple, ça coûte Mm. cher, en fonction du nombre de salles de soins. Enfin, ça, je sais pas, ça dépend vraiment, de l'endroit. Et alors, comment ça s'est passé ton installation? Tu t'es sentie prête à la fin de tes études? Ah bah, je peux dire que, j'étais pas fière là quand j'ai vu ma première patiente arriver, hein. J'avais j'ai dit: «Oh là 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 là, mon Dieu, respire, respire». Ouais, c'est assez impressionnant et puis après, bon, ben, de toute façon, c'est comme dans tout, il faut se lancer, hein. Mais tout de suite, je me suis «fait la main» entre guillemets, c'est le cas de le dire. Et puis, bon, bah, je venais de faire une formation, donc c'est vrai après mon diplôme, j'ai fait beaucoup de formations parce que j'avais besoin de me rassurer aussi et parce que j'avais l'impression d'être un peu sur ma faim, étant donné que la formation était tellement théorique. J'avais vraiment besoin de faire du pratico-pratique et les formations, je trouve que c'est génial parce que, voilà, on est vraiment dans le pratique, vraiment dans le cas clinique pur, et dans des solutions, à court terme, quoi, en fonction des différentes méthodes, et des outils de travail. Et vous avez des stages? Vous avez beaucoup de stages durant les 4 Oui, années oui, on a d'études? beaucoup de stages, ouais. À l'hôpital, en libéral, ouais, heureusement. Ouais. Et toi, tu t'as senti que c'était quand même pas assez? Est-ce que tu dirais que c'est un sentiment qui est généralisé ou c'est plus toi parce que tu n'avais pas forcément confiance ou... Bah, avec, mes copines, de kiné, en effet, on s'est dit que c'était le sentiment qu'on avait. On avait vraiment besoin de Hmm. faire plus de pratique, qu'il y avait eu beaucoup trop de théorie dans les études. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire la chose qui t'a le plus surprise en positif et le plus surprise en négatif quand tu t'es installée? Les choses à laquelles tu t'attendais pas? En négatif, je pense qu'il y en a beaucoup qui répondraient pareil, c'est toute la paperasse et l'administration, l'inscription, auprès de l'ordre, des kinés, l'URSSAF, la Carpinco, enfin tout ce qui est, voilà, administratif Hmm. pur et dur, compta. Tu te fais aider pour ça? Je me suis fait conseiller pour ça, mais je pense qu'au long terme, je Hmm. prendrai un comptable et le positif, c'est la liberté, en fait. C'est vraiment la liberté, de gérer ton emploi du temps en libéral, en tout cas comme tu veux, de se dire: «Bon, bah, allez, mardi prochain, j'ai pas envie de bosser. Bon, bah, je bosse pas». Bah, ça, c'est génial, quoi. Prendre des vacances quand tu Ouais. veux, d'avoir à répondre de personne et moi, une raison aussi pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, c'est pour pas avoir de boss, de patron. La Ouais. hiérarchie, ça me convient pas du tout, j'avais vraiment besoin d'être libre, de me sentir libre dans ce que je faisais. Et alors, comment ça se passe après? Parce que c'est vrai que souvent, un peu le contre-pied d'être libéral, c'est que vous, on a cette liberté, mais que finalement, on travaille tout le temps parce que bah, il faut quand même se C'est payer ça. et puis il faut aussi développer sa clientèle. Donc, toi, ça s'est bien passé tout de suite. Quand on fait kiné, on a un salaire assez confortable tout de suite. Ça dépend parce que donc en fait, si tu remplaces quelqu'un, normalement, tu as déjà la patientèle, établie de la personne que tu remplaces. Si tu commences dans Mm. un cabinet qui est un peu paumé, où il y a personne, ou si c'est un nouveau cabinet, ça prend du temps. Mais en Mm. général, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Même à Paris, où c'est une zone quand même surdotée, il y a toujours un besoin de kiné. Mais ça prend quand Ouais. même du temps parce qu'il faut que les gens aient entendu parler de toi. C'est vrai que l'avantage de kiné, c'est que comme c'est prescrit par le Oui, médecin, il y a quand même plus oui, de oui, 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 demandes en fait. tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, mis à part la liberté, dans ton nouveau métier de kiné? Je trouve que c'est génial parce que c'est un métier où tu peux constamment t'améliorer et te former. Tu vois, là, je vais faire une formation bientôt sur la réflexologie et le cancer du sein. Je vais faire une formation après en pilates, parce que j'en ai des cours de pilates. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours un nouvel outil à découvrir, une nouvelle méthode. Il y a l'hypnose aussi qui est intéressant. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Et quand on a envie de changer de spécialité, on peut.
Tu vois, j'ai une copine qui se spécialise dans la kiné du sport. J'en ai une autre qui est spécialisée en urogynécologie. Enfin, c'est génial. On s'ennuie pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a autant de Oui, voilà. spécialités. Et après, toi, par exemple, tu pourrais travailler en clinique pour aider les personnes qui sont atteintes de Oui, cancer du oui, je sein. pourrais. Oui, 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 bien sûr. Et comment ça se passe, le côté émotionnel? Par rapport aux patients, tu veux dire? Voilà, comment tu arrives à le gérer? Comment ça... Parce que ça doit quand même pas être évident de traiter des personnes qui ont le Oui, cancer. c'est pas facile. Et étant quelqu'un de très sensible, j'ai tendance à un peu accueillir trop l'énergie des gens. Et Mm. je le sens dans mon corps, en fait, quand je suis en soins. Donc, il faut que je fasse des exercices de méditation, d'ancrage, pour justement me préserver aussi, et pour ensuite traiter les autres patientes. Donc, il y a un exercice sur soi qu'il faut faire et qui est nécessaire, surtout quand on est sensible ou quand on ressent le besoin. C'est vrai que j'avais reçu une invitée qui travaillait dans l'humanitaire et en fait, elle avait dit qu'elle avait dû arrêter parce que ça l'affectait trop. Mm. Ce côté, en fait, elle était trop sensible, presque trop humaine en fait, et elle avait du mal en fait après à rentrer le soir et puis faire sa soirée Oui, oui, tranquillement en c'est fait. dur, hein, c'est dur. Surtout quand tu as des Mm. patientes qui te racontent que tout part en vrille dans leur vie, que leur mari a demandé un divorce alors qu'elles sont en plein traitement, que leur enfant ne leur parle plus. Enfin, c'est pas facile à entendre, hein, donc Oui, il y a presque un côté ah mais psy en fait. complètement. Il y a un côté psy quand t'es kiné, c'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte de ça, par Pardon? exemple. On s'en rend Ah pas oui, mais compte c'est de sûr ça. parce que enfin, chaque fois quand je demande à ma patiente au début de la séance: «Bon, comment ça va?» Je sais que la réponse souvent va être: «Oh, ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi». Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que comme c'est des gens que tu vois régulièrement, en fait, il y a une relation qui Oui, et c'est s'installe. ça aussi que j'aime bien dans le métier de kiné, c'est que c'est pas quelqu'un qui va venir de temps en temps, une fois tous les 6 mois. Il y a aussi une vraie relation, Mm. un thérapeutique qui s'installe et qui se construit et ça, c'est intéressant. Quel conseil tu donnerais pour trouver ses premiers clients? Ses premiers patients en tant que kiné, il y a Doctolib, qui est utilisé par beaucoup de kinés, mais le truc, c'est que ça coûte assez cher. Alors je crois qu'il y a un autre Mm. site, qui est moins cher. Il faudrait que je retrouve le nom. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu l'équivalent de Doctolib, mais en beaucoup moins cher. Et sinon, c'est pas mal de contacter les docteurs généralistes dans le quartier où tu t'installes et que tu leur dis bon bah Ouais. voilà, je viens de m'installer, voilà ce que je fais. Si vous avez des patients qui cherchent des kinés, moi je suis preneuse. Voilà, envoyez-les moi. Aussi chez les pharmacies, aller voir les pharmaciens. J'ai une patiente qui est Mm. pharmacienne, elle m'envoie des clients. Ouais. Donc il y a pas mal de choses à faire parce qu'on n'a Mm. pas le droit de faire de la pub en tant que kiné. On n'a pas le droit de distribuer des flyers, Ouais. des affiches. Venez chez moi. Mais bon, il y a, voilà, c'est du bouche à oreille et voilà, il faut aller contacter les gens, les professionnels de santé autour de toi aussi, c'est pas mal. Et alors, petite question qui me vient là, quand t'es kiné, est-ce que c'est des horaires qui sont conciliables avec ta vie de famille? Est-ce que justement, c'est pas parce que je me dis, peut-être quand on est dispo pour aller voir le kiné, on va plutôt le soir ou le samedi matin ou le mercredi. Comment ça se Oui, et passe? ben en fait, les patients, ils s'adaptent en fonction de tes horaires. Tu vois, Mm. parfois, moi, je fais des exceptions, c'est-à-dire j'ai une patiente qui peut venir que le soir. Bon, allez, je la prends le soir. Mais moi, le soir, j'ai envie de passer du temps avec ma fille. Maintenant, j'ai envie d'en profiter, comme j'ai plus d'études, Ouais. voilà. Donc ça, c'est ma priorité. Et du coup, je termine à 17h30, parfois même à Mm. 16h30. Enfin, ça dépend. Les patients qui veulent venir le soir, qui peuvent que venir le soir, bah, soit je leur dis, bah, venez le matin à 8h30 ou venez entre midi et 2 à votre pause déj. Et en fait, les gens, ils trouvent toujours un moyen. Tu vois, ils se libèrent. Ouais. Maintenant, avec le télétravail aussi, c'est plus facile. C'est à toi de mettre tes Ah, conditions, en mais fait. c'est sûr, parce que sinon, tu te fais Ouais. bouffer, hein. Ouais. J'ai une patiente Mm. assez angoissée. Elle me dit, vous travaillez pas le samedi? Vous êtes sûre? Vous voulez pas venir le samedi? Je dis, bah non, 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 je travaille pas le Mm. samedi, désolée, c'est c'est mon temps, ma vie de famille. Non, non, il faut mettre des limites. C'est important aussi, hein. Ouais. Ouais. Ouais, tout de suite, parce que j'imagine qu'en plus, au début, on peut tomber dans le travers de mettre toutes les horaires parce qu'on cherche des clients et puis après, on se retrouve avec un truc à 8h, un truc à Ah, mais c'est 20h. ça. Enfin, Ah non, non, c'est ça. Et puis, il faut se fixer un certain nombre d'heures
hebdomadaire, hein. Tu vois, moi, pour l'instant, j'ai pas envie de dépasser 30 heures par semaine. Donc, je le fais pas. Est-ce que c'est fatigant aussi physiquement? Alors, physiquement, ça dépend comment tu travailles. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les kinés, ils passent leur temps à masser. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, de plus en plus, le massage est... scientifiquement, c'est pas prouvé. Ça soulage, certes, sur le court terme, ça fait du bien. Mais d'un point de vue long terme, c'est les exercices qui sont démontrés comme étant les plus bénéfiques. Donc, ça dépend des kinés. Il y a des kinés qui ne touchent même pas leurs patients. Ils font que du hands-off. Donc, hands-off, ça veut dire, touche pas, quoi. Et ils leur font faire des exercices. C'est le patient qui travaille. Et il y a des kinés j'ai fait des stages chez des kinés qui passaient une demi-heure à toucher leurs patients. Donc, ça dépend vraiment comment toi, tu veux travailler. Et ça dépend aussi de ta spécialité. En cancer du sein, moi, je vais surtout masser le sein, l'épaule, le bras, un peu de drainage lymphatique s'il y a des œdèmes. Et si tu es en urogynécologie, voilà, là, ça va être un peu moins fatigant. Donc, ça dépend aussi de toi, tes capacités physiques. Si tu te sens fatigué, tu peux aussi décider d'enseigner. Hein. Du coup, là, c'est plus du tout physique. c'est aussi fatigant, mais moins physique. Donc, oui, c'est bien de le dire parce que c'est un métier finalement qui peut s'adapter à tous. Oui, voilà. En fait. C'est ça qui est génial dans le métier de kiné. Ouais. C'est que vraiment. Alors, toi, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Je pense que ça va être le même conseil que je donnerais aux mamans qui veulent faire une reconversion, c'est d'être un peu plus indulgente envers moi-même et de pas culpabiliser et de me dire que voilà, de me donner des petits moments pour me dire bravo, t'as réussi, quoi. Voilà, de m'encourager moi-même, c'est important. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, peut-être de tes projets? Est-ce qu'à terme, tu as un projet de mêler yoga, kiné, réflexologie plantaire? Oui, en fait, mon rêve, c'est d'avoir un centre, une grande maison, j'ai envie de dire, où j'aimerais offrir des soins en kiné, mais aussi des retraites de yoga, donner des cours collectifs, parce que j'adore donner des cours collectifs. Et je trouve que c'est génial de pouvoir en faire parce que ça casse un peu la routine. Il y en a qui enchaînent patient après patient après patient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Et donner des cours collectifs en milieu de journée, voilà, c'est une bonne cassure et ça rend la journée moins monotone et plus variée. Et aussi, oui, j'aimerais bien organiser des retraites et peut-être, pourquoi pas, une retraite pour les femmes qui sont en cours de traitement, qui ont un cancer du sein. Une retraite de yoga avec des cours de pilates, des cours de yoga et pourquoi pas même des cercles de femmes. C'est quelque chose que j'ai essayé un petit peu avec des amis, d'organiser des cercles de femmes et ça me plaît beaucoup aussi. Donc, pourquoi pas faire ça? C'est vrai que quand on a tout de suite l'énergie de plusieurs personnes, c'est hyper stimulant. Oui, complètement. Et puis, je vois les patientes qui arrivent au cabinet et qui parlent entre elles. Enfin, je me dis, mais il faudrait organiser plus de choses pour qu'elles puissent s'entraider, s'échanger les bons conseils. C'est vachement important parce qu'elles se sentent vite isolées aussi. Hein. Alors, dernière question, donc c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est d'avoir survécu, d'être encore en vie. Non. Je pense que pour moi, c'est de se lever le matin et d'être heureuse d'aller au boulot. Et d'y aller en trottinant et pas en reculons. Et de se dire, mais en fait, tout ça, ça va aller la peine et ça, c'est génial. Et ces sentiments de fierté, d'accomplissement, d'épanouissement, ça, c'est magique, en fait. C'est personnel, c'est intrinsèque et personne ne peut te l'enlever. Et ça, c'est magique, vraiment. J'imagine aussi que pour toi, c'est un super exemple pour ta fille de montrer que tu peux reprendre tes études. C'est aussi lui montrer que tout est possible. Oui, et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai voulu changer de métier. C'était aussi parce que j'avais envie qu'elle soit fière de moi. J'avais envie qu'elle ait une maman qui soit contente d'aller au boulot, qui soit passionnée par son boulot. Ouais, montrer l'exemple. Voilà. Un grand merci Gabrielle. En tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec toi. Je mettrai ton compte Instagram si les auditeurs veulent échanger avec toi. Merci à toi pour ton accueil et Claire-Vie. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous,
Laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.